Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. Les élections présidentielles tunisiennes ne seront pas seulement les plus démocratiques dans l'histoire du monde arabe, mais elles se seront aussi distinguées par leur extrême complexité. Ces consultations, tout à fait exceptionnelles, pour le moins qu'on puisse en dire, s'avèrent d'une importance particulière, voire hautement décisive, non seulement pour les Tunisiens, mais aussi pour tout le Maghreb, particulièrement pour l'Algérie, et le plus curieux, le plus inquiétant aussi, est que des pays du Golfe, la Saoudie notamment, semblent non pas seulement s'y intéresser, mais vouloir peser de tout leur poids et de leur dollar sur le déroulement de ce qui n'aurait dû concerner que le peuple tunisien. C'est dire l'importance des enjeux et la détermination de certaines forces pour lesquelles la victoire de Marzouki représenterait une vraie menace, contrairement à celle de Essebsi, qui semble faire l'unanimité autant pour les Saoudiens et leurs satellites que pour le régime algérien, qui perçoit une véritable démocratisation de la Tunisie comme une menace directe pour sa propre survie. La campagne bat donc son plein. L'animosité et l'incompatibilité politique entre les deux adversaires s'expriment en échanges peu amènes, parfois très durs, particulièrement entre les deux équipes respectives de campagne. Il faut dire que les hostilités ont été ouvertes dès la proclamation des résultats du premier tour par Beji Qaïd Sebsi, qui a déclaré que ceux qui avaient voté pour Marzouki étaient les islamistes, les salafistes, les djihadistes et les groupes violents. En tous les cas, la machine semble s'être sérieusement emballée dès les résultats du premier tour, que presque personne ne semble avoir envisagé, puisque pour presque tous les observateurs, Essebsi allait être élu sur un boulevard. Et ainsi, pendant que les équipes et les communications de Beji Qaïd Sebsi usent de tous les canaux d'expression pour tenter d'atténuer cette malheureuse stigmatisation massive des électeurs de Marzouki, en même temps qu'ils mettent en place un schéma manichéen d'un Essebsi moderniste bourguibiste protecteur des droits de l'homme et particulièrement de la femme, contre un Marzouki pas très net, prêt à tout, y compris de s'allier aux intégristes. De nombreux électeurs tunisiens semblent désorientés, pour le moins, les uns inquiets que tout cela ne finisse mal, les autres n'étant convaincus ni par l'un ni par l'autre. Malgré la neutralité déclarée de Ennahda, qui appelle ses militants à voter pour le candidat de leur choix, la base militante de ce parti semble s'être massivement ébranlée. Plus contre Sebsi, qui représente pour eux le symbole de l'ancien régime, que pour Marzouki en fait. Une sorte de pis-aller. Mais des leaders de Ennahda, et pas des moindres, se sont d'ores et déjà démarqués. Djbali, un poids lourd de cette formation, s'est retiré d'Ennahda, dont il fut un leader et un membre fondateur, et il a publiquement appelé à voter Marzouki. Pareil pour Sadr Chourou et l'Habib Louz, qui ont exhorté tous les Tunisiens à voter pour Marzouki. Celui-ci, Marzouki, a consacré l'essentiel de sa campagne aux régions où il a eu le moins de voix, à Tunis, dans le nord d'une façon générale et le nord-ouest du pays. À Al-Kef, les deux candidats ont été reçus par des foules nombreuses. C'est dire que rien n'est joué nulle part et que de toutes les façons, quel que soit le vainqueur, il ne pourra l'emporter que d'une courte tête. Aujourd'hui, Maghreb émergent, Tunisie présidentielle, ces jeunes qui votent pour El Marzouki, par Selma Qasmi, Huffington Post, la Tunisie et le pacte de partage politique par Ala Hajlaoui. Dernière nouvelle d'Alsace, Tunisie, deuxième tour, dimanche, entre Mansaf Marzouki et Beji Qaïd Sebsi. Tunisie, une élection pour l'histoire. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Samir Abdallah, ex-ambassadeur de Tunisie à Beyrouth, et Nasreddine Ben Hadid, journaliste algérien résident en Tunisie. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Samir Abdallah. Monsieur Samir Abdallah? Oui, je vous écoute,
Rabi, oui. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Oui, alors, c'est à moi de vous remercier aussi. Merci. Alors, Nahda dit ne pas vouloir se prononcer contre l'un ou l'autre candidat. Or, il semble que les bases militantes de cette formation optent massivement pour El-Marzouki. C'est votre avis? Ce n'est pas question d'avis. Lors du premier tour, ça a été prouvé arithmétiquement par les instituts de sondage et par les statistiques rendues par l'ESI, donc l'instance supérieure qui supervise ces élections. Sans les voix massives de Nahda, à peu près 900 000 sympathisants de Nahda ont voté pour Marzouki lors du premier tour. Donc, sans ce paquet stratégique et central de voix, Marzouki n'aurait pas figuré au deuxième tour. Ça, c'est une vérité qui a été bien établie. Mais maintenant, la donne a changé parce que le chef de Nahda, Cheikh Rachid Ghannouchi, a donné depuis il y a 2 jours une longue interview à une chaîne tunisienne où il a déclaré texto que ses préférences sont pour l'élection d'un président qui appartient à la même majorité gouvernementale et parlementaire, et il a expliqué ça par le bon fonctionnement des pouvoirs. Oui. Parce qu'un président qui compte la majorité parlementaire et la majorité gouvernementale va conduire la Tunisie à une instabilité politique. Donc on a compris de ça que la préférence de M. Rachid Ghannouchi est pour Beji Qaïd el-Sebsi. Il a insisté sur la position de neutralité de son parti, et donc le test véridique, on va le voir dimanche prochain, dans 2 jours. Nous reviendrons sur cette question de problème qui se posera si Marzouki est élu entre lui et le Parlement. Nous y reviendrons. Mais au sujet de la position de Ghannouchi, il faut dire que, en plus de la base militante qui semble être acquise à Marzouki, il y a déjà des faucons, pourtant, des faucons de Nahda, Sadr Chourou et le Habib Louz, qui ont publiquement appelé à voter Marzouki. Il y a aussi Ahmad Djebali, qui non seulement a démissionné de Nahda, mais qui a appelé lui aussi à voter pour Marzouki. C'est dire que la direction de Nahda semble être elle-même très partagée. Très partagée, oui. Votre jugement est très exact. Vraiment, la position de la direction de Nahda est très inconfortable pendant ces heures décisives qui nous séparent de dimanche. Ce sont des heures très difficiles pour la crédibilité de la direction de Nahda, la direction actuelle. Ce sont des colombes, parce que Louz, Jbeli vient de démissionner, Louz et l'autre que vous avez cité, donc Habib, à la direction de Habib Nahda. Sadr Chourou, oui. Vraiment, c'est une épreuve difficile pour ce parti, parce qu'il faut dire aussi que lors de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée des représentants du peuple, il y a eu une entente de fait entre Nida Tounes et Nahda. Nahda a eu la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Ça, c'est très important. Donc, il y a eu un rapprochement au niveau de l'élection du bureau de présidence de l'Assemblée, et pratiquement, il n'y a pas de réel conflit entre Nahda et le parti Nida Tounes, présidé par Beji Qaïd el-Sebsi. Cette position de neutralité, on va la tester, donc le public, les observateurs vont la tester lors du vote de dimanche prochain. Mais dites-moi, si Samir Abdallah, vous ne pensez pas que cette déclaration quelque peu intempestive de Qaïd el-Sebsi au lendemain de la proclamation des résultats, qui a traité les électeurs de Marzouki, de salafistes, djihadistes, de groupes violents, vous ne pensez pas que ça va être vraiment contre-productif contre lui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense clairement, et vous allez voir dimanche prochain, donc mes pronostics vont s'avérer exacts. Les dés sont jetés, et Beji Qaïd el-Sebsi, selon tous les observateurs, selon tous les instituts de sondage, entre parenthèses, les sondages sont interdits, mais ils sont toujours donnés à titre confidentiel.
Oui. Il part largement pour favori de ce deuxième tour. Concernant cette déclaration prêtée à BG Saïd Essebsi, il a donné des précisions lors d'interviews postérieures à cette déclaration, où il a dit qu'il n'a pas taxé les électeurs de Marzouki de djihadistes ou de terroristes. Il a dit tout simplement que Nahda a largement soutenu, elle a donné des consignes de vote en faveur de Marzouki, malgré et en dépit de la position officielle de neutralité. Il faut remarquer aussi, cher ami, que les plus grands partis maintenant de Tunisie, à savoir Al-Massar, le parti de gauche, l'Union patriotique libre, c'est le troisième bloc parlementaire à l'Assemblée, la Jabha aujourd'hui, Hamahamem, le chef de ville de Jabha, du grand rassemblement de gauche, pratiquement, il a dit texto aujourd'hui à la radio à Mosaïque FM qu'il faut coûte que coûte barrer la route à Marzouki et qu'il faut ou voter Béjéta de Sipsi ou voter blanc. Donc il y a un grand rassemblement maintenant. Béjéta de Sipsi, c'est le candidat de consensus pratiquement de l'essentiel des partis qui comptent sur le terrain de la classe politique tunisienne. Et je pense que Marzouki est plus que jamais isolé à ces heures-ci. Restez avec nous, Samir Abdallah. Nasserdine Ben Hadid, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, merci pour l'invitation. Merci. Alors, Samir Abdallah vient de nous dire que Béji Essebsi aurait déclaré ne pas avoir dit ceci, mais cela, alors que nous avons bien écouté sa déclaration, il a bien dit que ceux qui ont voté pour Marzouki sont les islamistes, les djihadistes, les groupes violents, etc., etc. Et je vous repose la même question. Pour M. Samir Abdallah, il ne fait aucun doute. Béji Essebsi va l'emporter non pas d'une courte tête, mais très largement. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que ces déclarations ne vont pas jouer contre lui? Est-ce que les appels à voter pour lui de Faucon, d'Annahda ne vont pas jouer contre lui, etc. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Je ne fais pas de la voyance, je suis critique politique, j'aime dire et partir des vérités évidentes et avant d'entrer dans toute forme d'analyse. Primo, nous vivons une tension palpable, réelle et observée en Tunisie entre les deux partis. Secondo, les dires de Béji lui ont fait perdre une certaine notoriété à calculer, à mesurer. Les sondages sont bien là, mais les sondages ne donnent pas des chiffres vus quand nous sommes dans une période où les sondages sont interdits, ou pour plutôt la publication, les sondages se font, mais ils se donnent sous le manteau. Question le plus important, nous sommes dans une forme de clivage, de séparation, avec une faille très grande et très importante entre les deux mondes, les deux Tunisies, les deux partis de Tunisiens. De ce fait-là, les deux partis n'observent pas ni la même morale, ni les mêmes réflexes, ni la même manière d'analyser, et par cette conséquence, nous sommes entre deux logiques dans le sens philosophique, et par ailleurs, la perte de Béji, vue à quelques boutards entre guillemets linguistiques, pas de sa part uniquement, mais de la part de pas mal de ses lieutenants, lui ont fait perdre une certaine notoriété. Secondo, Marzouki a démarré trop tard et le prend du chemin. La question qui se pose et s'impose maintenant, Béji va-t-il passer? Marzouki va-t-il passer? Je pense que la question attend une réponse des urnes. On le saura après le 21, le 23 ou le 24, vu que toute l'ambiance qui bénéficie, elle est dans le doute. Je ne pense pas que quelqu'un puisse, hors la propagande politique ou la bonne espérance, affirmer avec certitude qu'il est dans le certain d'une victoire de l'un et de l'autre. Nasserdine Ben Hadid, oui. L'importance de la Tunisie, oui. Je vous en prie, poursuivez, je vous en prie. Poursuivez, je vous en prie. L'importance de la Tunisie tient son rôle de le symbolique de la Tunisie comme étant le premier pays de ce qu'on appelle la révolution arabe ou la révolution du printemps arabe. Secondo, la place et l'importance stratégique de la Tunisie lui donne des cercles concentriques, un cercle national, régional et international, et de là l'interférence ou l'influence, ou plutôt la pénétration de certaines forces
justement. Ce qui est très important, et je pose la question, permettez-moi de poser une question très importante. Est-ce que ces élections-là vont résoudre les problèmes de la Tunisie? Moi, j'aime apporter ma réponse. Je ne pense pas que ces élections-là puissent apporter une réponse claire et nette et faire tourner une page d'une transition démocratique très amère et faire que l'accouchement se fasse sans douleur et même qu'il accouche de quelque chose. Nasreddin Ben Hadid, à propos justement de cet argent qui arrive, qui débarque en Tunisie venant de toutes parts, il y a une question qui me turlupine un peu, c'est cet alignement presque massif de la presse tunisienne derrière Beji Caïd Essebsi. Comment pourriez-vous nous expliquer cela? Enfin, il y a ce que j'appelle l'alignement politique et l'alignement mercantile. Les deux existent. Il y a des gens qui roulent pour l'argent, l'autre qui roule pour un camp qui considère le sien. Ils sont sincères à leur manière. Je ne peux pas mettre la crédibilité des gens en doute. Mais ce qui est certain, que l'ambiance médiatique tunisienne, elle n'est pas réellement démocratique. Voilà. Il y a une interférence dangereuse entre trois pôles, trois ingrédients. La politique, l'argent et les médias. Il y a une forme de mélange à tel point que des chaînes de télévision jouent leur politique au premier degré, comme la chaîne Nesma qui a déjà porté une attaque très acerbe contre l'allié de maintenant, Kemeriahi, puis les alliances se sont renversés. Et autre chose, la loi tunisienne qui gère le milieu audiovisuel observé par l'instance médiatique connue sous l'uniatif AICA, n'observe pas la loi, il ne la fait pas observer. L'anecdote, Jamel, elle est là. Nous avons en Tunisie une loi d'inspiration française où la législation oblige tous les médias à observer une neutralité entre guillemets, entre tous les belligérants, entre tous les intervenants ou entre tous les concurrents, mais la pratique, elle est américaine, ou la loi américaine permet à Fox d'être républicaine. Absolument. Oui. Permettez-moi de conclure, nous avons cette forme de schizophrénie médiatique entre une pratique américaine et une législation française. Absolument. Je reviens à Samir Abdallah. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité d'une crise institutionnelle dans le cas où Marzouki passerait. Imaginons que Marzouki est élu. La logique voudrait qu'il dissolve, que l'Assemblée soit dissoute pour pouvoir refaire des élections législatives, parce que sinon, il serait un président pour rien. Ça veut dire un président de pure forme. Que prévoit la Constitution tunisienne dans ce genre de schéma? À juste titre, d'ailleurs, ce blocage des institutions a déjà commencé il y a quelques jours, lorsque M. Marzouki a adressé une lettre au parti Nidatoun lui demandant de désigner le chef du gouvernement en application de la Constitution, alors qu'il semble qu'il n'a pas bien lu ou que ses conseillers juridiques ont mal interprété les dispositions de la Constitution qui stipule que le président de la République élu au suffrage universel, qui charge le parti gagnant, le parti majoritaire au Parlement de désigner le chef du gouvernement, alors que M. Marzouki est un président provisoire élu par l'ancienne constituante en vertu d'une loi provisoire, une mini-constitution qui organise le fonctionnement des pouvoirs. Et récemment, il y a 2 jours, il a attaqué la loi des finances, le projet de loi de finances qui est en cours de vote par l'Assemblée des représentants du peuple. Déjà, il a commencé. La machine mais Samir a Abdallah, commencé à fonctionner pour bloquer. Samir Abdallah, répondez à ma question, s'il vous plaît. Samir Abdallah, vous êtes juriste aussi. Répondez à ma question parce que tout le monde se pose la question. Si Marzouki est élu, quelles sont les dispositions constitutionnelles qui l'autorisent à dissoudre l'Assemblée nationale et à refaire des élections législatives? Bon, il y a une procédure technique assez complexe, mais schématiquement, je résume, c'est qu'en cas de conflit aigu entre les 2 têtes de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le chef du gouvernement qui est issu
de la majorité parlementaire, Oui. dans ce cas-là, lorsque les lois, par exemple, votées par l'Assemblée nationale ne sont pas publiées en genre par la signature du président de la République, il y a un blocage, le pays est figé, l'économie, la sécurité, etc. Oui. Dans ce cas-là, il peut dissoudre le Parlement et provoquer des élections anticipées. Et là, c'est très très grave. Nous avons proche de nous l'Italie où l'instabilité gouvernementale a enregistré des records, en moyenne 2-3 gouvernements parfois par an. C'est ça le problème, alors que le pays sort d'une révolution, sort d'une période transitoire très très difficile sur tous les plans financiers, économiques, social et politiques. Donc il est dans l'intérêt de la Tunisie parce qu'entre parenthèses, cette constitution votée par la constituante avec la majorité de Nahda, oui. et cette constitution est pleine de pièges parce que c'est une constitution non, mais c'est la constitution, Samir Abdallah, sur mesure et n'est pas adéquate à un pays vraiment en période de transition démocratique. Samir Abdallah, de toutes les façons, c'est la constitution tunisienne, et si j'ai bien compris, en cas où il est élu, en cas d'élection de Marzouki, donc il n'y a pas de conditions particulières. Il suffit d'une crise institutionnelle entre lui et le chef du gouvernement désigné par le pôle le plus représentatif au niveau du Parlement. Il peut dissoudre sans autre condition et refaire des élections législatives. Par exemple, je vous donne des exemples. Oui. Lorsque le président de la République refuse de voter, de promulguer ce qu'on appelle le pouvoir de promulgation des lois, qui est entre les mains du président de la République. Par exemple, il refuse de promulguer la loi de finances. Exact. Donc, il organise les dépenses de l'État, les dépenses au titre du fonctionnement, du budget d'investissement, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le pays s'arrête. On ne peut plus payer les fonctionnaires, etc. On ne peut plus investir. On ne peut plus réaliser les projets économiques et sociaux. Dans ce cas-là, le pays est figé. Il y a un blocage au niveau du fonctionnement des institutions. Oui. Voilà. Donc, cette crise, elle est très possible, moyennant bien sûr une procédure assez complexe. Le président de la République, quel qu'il soit, peut, en cas de conflit entre donc les deux têtes du pouvoir, provoquer la dissolution du Parlement et la convocation d'élections anticipées. Donc, en toute logique, c'est très, très grave, là. Donc, en toute logique, sans émettre de quelconque jugement de valeur, le président de la République, s'il est élu, Marzouki j'entends, s'il est élu, peut dissoudre le Parlement, refaire des élections législatives pour pouvoir disposer d'une majorité confortable qui soit de son camp. Donc, c'est possible. Normalement, si Marzouki est élu, il ne peut pas accepter d'être un quart de président. Il va devoir dissoudre l'Assemblée et refaire des élections. Je vous cite, cher ami, un autre exemple. Oui. Le président de la République dans la Constitution tunisienne, c'est lui qui nomme le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères, deux postes stratégiques. Imaginez un ministre des Finances qui n'appartient pas à la majorité gouvernementale de Nida Tounes et de ses alliés. Il y a un ministre des Affaires étrangères qui applique une politique étrangère contraire au programme du gouvernement, c'est-à-dire du chef du gouvernement qui sera de Nida Tounes ou d'une personnalité proche de Nida Tounes. Dans tous les cas de figure, si un président élu qui n'appartient pas, je ne focalise pas sur la personne de M. Marzouki, si un président de la République est élu dimanche, qui n'appartient pas à la majorité gouvernementale et à la majorité parlementaire, je dis bonjour aux dégâts. C'est une projection que je parle en tant que juriste, vis-à-vis des juristes, des experts. Merci Samir Abdallah. Merci, il nous reste 2 minutes. Nous allons poser la question à Nasserdine Ben Hadid. Donc, Nasserdine Ben Hadid, le schéma se présente ainsi. Beji Sebsi est élu, il dispose de la totalité des pouvoirs. Il a le Parlement qui est de son côté, il a les pouvoirs présidentiels, c'est lui qui les a, le chef du gouvernement est de son camp, donc il n'y a pratiquement plus de partage des pouvoirs, tous les pouvoirs sont entre les mains d'un seul courant, d'une seule mouvance, d'une seule personne en fait. Maintenant, si Marzouki est élu, ou il accepte d'être un quart de président, ça veut dire qu'il ne sert que de décor,
ce qui ne semble pas être le cas de la personnalité de Marzouki, où il dissout, et là, il n'est même pas sûr que s'il y a réélection législative, il aura le Parlement majoritairement de son camp. Donc, comment voyez-vous vous-même cette situation? La chose n'est pas aussi simple que ça. Il faut noter que le président a un certain pouvoir, essentiellement, comme l'a dit Maître Samir, à nommer et à dresser la politique en matière de politique étrangère et de défense. Mais l'essentiel, qu'il peut présider le Conseil des ministres, et de ce fait-là, il peut kidnapper, entre guillemets, le Conseil des ministres entre le président à toutes les fois, parce que la Constitution a été floue, et j'aurais dit sournoise, en ne précisant pas les conditions qui puissent permettre au président de la République de présider le Conseil des ministres. Secondo, le plus important, je pense qu'on est là entre deux logiques, je redis sans cesse, deux logiques contradictoires. Il y a la logique de la fluidité exprimée par Maître Samir qui dit que le président de la République et le chef du gouvernement doivent être de même obéissance et de ce fait-là assurer une certaine symbiose, si j'ose dire, une certaine fluidité dans la concertation. Il y a d'autres qui disent qu'il faut penser en termes d'équilibre. Les démocraties se jouent en équilibre et son jeu de mots, Marzouki serait le garde-fou de la démocratie et de tout l'intérêt et l'équilibre entre deux avis qui se contredisent serait l'affaire, je pose le mot en conditionnel, l'affaire de la démocratie. Nous sommes là entre deux centres d'intérêt, entre deux foyers que chacun focalise sur son importance, mais le plus important aussi, qu'il y a une arrière-boutique d'Unité Tunis qui est arcidiste, où il y a, selon eux-mêmes, une cinquantaine de députés sur 86 qui sont des arcidistes notoires, et de là, je pose la question, parce que de la réponse va venir l'avenir de la Tunisie. Est-ce que ces arcidistes-là vont chercher à reprendre d'anciens réflexes d'une démocratie bananière, entre guillemets, ou accepter le jeu démocratique? Je pense que la tension actuelle, l'ambiance heureuse que vit la Tunisie ne fait pas qu'on puisse porter des réponses sereines à des questions brûlantes. Merci beaucoup, Nassardine Benhdid. Merci, Samir Abdallah. Cette émission aurait pu être plus longue, malheureusement. Nous sommes tenus par des temps très rigoureux. Salam alaikum, khala khair, bislama.